Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Alors, le processus même de discussion sur les ordonnances nous amène à faire des procès d'intention, puisque ce qui nous est présenté dans les ordonnances ne sont que les intentions, ce qu'a d'ailleurs confirmé Madame la Ministre quand elle nous disait qu'ils souhaitaient, le gouvernement, et qu'ils avaient l'intention d'eux. Si on fait des procès et on doit discuter d'intention, notre point de vue, c'est aussi de partir de ce qui s'est fait déjà, de ce qui était présenté, notamment lors de l'adoption de la loi El Khomri, comme des bonnes intentions, comme une volonté d'améliorer la situation des salariés et dont on a vu à travers la mobilisation et dont on voit aujourd'hui avec les premiers résultats qui se manifestent que malgré la bonne intention, la réalité, c'est une régression sociale d'ampleur. Alors, parlant de la loi El Khomri, nous étions peut-être beaucoup et nombreux à soutenir ce mouvement. En tout cas, nous l'étions à la France Insoumise, de mouvement d'opposition à la loi El Khomri. Et nous étions critiques d'un certain nombre de mesures. Mais une des faibles contreparties sur l'inflexibilité du gouvernement de l'époque concernait justement ce dont on parlait et dont parlaient mes collègues sur le compte pénibilité. Alors, la ministre, le rapporteur et d'autres intervenants ont beau dire que tout le monde rencontre la pénibilité, le gouvernement a tout de même choisi de changer les termes et d'effacer le terme de la pénibilité. Ça, c'est un fait, chers collègues. Donc, on peut ergoter, il ne s'agit pas même de procès d'intention, c'est un fait. Donc, une volonté, y compris par le langage, de remettre en cause le sens même de cette situation. Et, encore une fois, Madame la Ministre nous dit qu'en même temps, les 10 critères restent et en même temps, 4 ont été mis de côté. Donc, de fait, 4 ont été exclus pour être traités plus tard dans la réforme, mais 4 ont tout de même été exclus. Merci, Madame Obono. Alors, Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues, je crois avoir perçu, en tous les cas, ce que vous voulez défendre, qui a déjà été largement exprimé, je crois, par vos collègues précédemment, et en plus qui a été débattu avec la ministre. Donc, vous comprendrez d'ailleurs que je ne puisse avoir qu'un avis défavorable sur votre amendement. Madame la ministre. Oui, avis défavorable. Je redis, parce que si je n'ai pas été assez claire, je tiens vraiment à être extrêmement bien compris sur ce sujet, que les 10 critères sont maintenus. Tous les facteurs qui permettent d'être considéré comme quelqu'un qui a une vie professionnelle pénible seront constatés et les gens pourront partir plutôt à la retraite à temps plein. Ça ne change pas. Ce qui change, c'est pour les 4 derniers critères, les modalités de déclaration qui vont passer d'un mode déclaratif des petites entreprises. J'ai là les chiffres pour dire à quel point elles n'y arrivaient pas. On s'attendait à peu près 3 millions de déclarations. Là, on en est à 793 000. Les TPE n'y arrivent pas. C'est juste, elles n'y arrivent pas. On peut écrire un droit. Mesdames et messieurs les députés, c'est une question de qu'est-ce que la loi? Si la loi n'arrive pas à être appliquée, est-ce que c'est un droit réel? C'est ça le sujet. Donc on ne remet pas en cause du tout ce droit. On pense que cette loi, c'est une loi de justice sociale et on partage ce point de vue. Par contre, si on met des modalités d'exécution, et c'est tellement important qu'on discute aussi les modalités d'exécution et pas que les principes, et que la modalité d'exécution fait que c'est inapplicable dans 1 million de TPE, à ce moment-là, si j'ose dire, nous, le gouvernement, on n'a pas fait notre travail et on fait quelque chose qui ne sera pas appliqué, mal appliqué. Et ça ne sert à rien d'aller contrôler 1 million d'entreprises si on leur a demandé de faire quelque chose qui était inapplicable. Donc, le sujet, ce n'est pas le droit des salariés, dont les droits acquis le reste. Les départs pourront avoir lieu. Mais en revanche, on change pour les 4 derniers critères qui étaient les plus difficiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient été mis après, parce que tout le monde savait que c'était quand même difficile à comptabiliser. Eh bien, au lieu de les mettre à la charge de la petite entreprise en déclaratif, il y a un examen médical qui permettra d'objectiver. Et donc, ça ne change rien, ça ne supprime pas les droits pour les salariés, mais ça rend la chose praticable dans les petites entreprises. Donc finalement, le droit pourrait être appliqué partout, réellement, ce qui est l'intérêt des salariés et des entreprises. Merci Madame la Ministre. Monsieur Faure, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, on entend ce que vous dites, le cœur sur
le cœur en bandoulière. Et on aimerait tellement être d'accord avec vous. Et pourtant, nous ne le sommes pas. Pourquoi? Parce que les arguments que vous nous servez désormais sont ceux qui étaient précisément ceux qui, depuis l'origine, avant même de connaître le modus operandi, étaient déjà hostiles à l'idée même de compte pénibilité. Et c'est si vrai qu'ils n'ont jamais démordu, qu'ils ont souhaité, y compris, l'annulation de l'ensemble du compte de prévention de pénibilité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des branches dans lesquelles, malgré tout, les gens se sont posés des questions et il y a des référentiels de branches qui ont été discutés et qui ont été ensuite approuvés. Parce que l'évidence, c'est qu'on ne va pas partir avec son chronomètre pour savoir combien de temps on a porté des charges lourdes dans la journée. Ça, personne ne l'a jamais imaginé. En revanche, pouvoir dire qu'en moyenne, un salarié dans le BTP, dans l'agroalimentaire, etc., il porte en moyenne 1,5 tonne, 2 tonnes par jour, ça c'est possible. Et donc, il y a là une volonté manifeste de passer d'un système qui est un système de prévention à un système qui est un système de réparation. Vous êtes revenu en réalité sur ces 4 critères-là à la loi Fillon de 2010, qui faisait déjà des choses très bien, qui disait qu'on constatait l'invalidité. Et donc, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que pour ces 4 critères-là, ce qu'on fera, c'est qu'on ne sera plus dans la prévention, mais qu'on constatera pour ceux qui ont une incapacité de plus de 10%, la possibilité de partir plus tôt à la retraite. Or, vous le savez très bien, Boris Vallaud vous l'a rappelé tout à l'heure, pour les salariés de l'amiante, qu'est-ce qui s'est passé? Ces salariés-là, on les bien, à chaque fois, ils sont partis à la retraite et leurs maladies professionnelles se sont déclenchées après l'âge de départ à la retraite. Et donc, pour ces gens-là, il n'y a jamais eu de réparation. C'est la question de justice sociale que vous évoquez et c'est la raison pour laquelle nous soutenons le fait que ce dispositif n'est pas le même et que vous pouvez dire que vous faites le mieux que vous pouvez, mais vous ne pouvez pas dire que c'est resté à l'identique. C'est pas vrai. Merci, Monsieur Faure. Madame Obono. Pour terminer en partie mon propos et du coup répondre à l'intervention de Madame la Ministre, il y a bien une exception par rapport à 4 critères. On va dire, vous prenez tout en compte, mais il y a un certain nombre de difficultés par rapport à 4 critères. Soit, je rejoins en tous les cas l'intervention de mon collègue précédent, mais y compris sur la question de ces 4 critères. Vous utilisiez un exemple qui pour le coup est un petit peu caricatural sur la manière d'évaluer les charges, etc. Je pense qu'il ne s'agit pas de dire qu'on va avoir des chronomètres à chaque main pour évaluer les charges, y compris si vous faisiez un peu confiance à l'intelligence des salariés qui peuvent évaluer et savent évaluer le type de travail qu'ils font. Et cette expérience-là aussi pourrait permettre de faciliter l'élaboration de ces critères. Et dans un deuxième temps, la question étant de savoir, d'une part, vous parliez de la justice sociale, c'est pas juste la justice sociale, c'est la vie des gens. On l'a dit et les exemples ont été donnés. Et d'autre part, vous mettez en balance des problèmes administratifs. Et effectivement, qui existent. Mais entre la vie des gens, entre la vie de familles qui sont détruites et des problèmes administratifs, je pense que nous avons la volonté ici de privilégier la vie des gens et du coup de se donner, y compris les moyens, en termes d'accompagnement des TPE pour faire en sorte que, effectivement, s'il y a des complications, eh bien, il y ait des agents de l'URSSAF ou de l'administration qui puissent les aider et les accompagner. Et alors, si vous voulez pour le coup simplifié, vous pouvez revenir à ce que proposait mon collègue et ce que nous proposons, de revenir à la retraite à 60 ans et d'avoir ensuite des discussions par branche pour permettre que, automatiquement, dans les branches, il y ait des critères qui sont donnés. Nous avons des solutions à vous proposer. Ce que vous faites là va à l'encontre, y compris de ce que vous prétendez. L'intention est louable, mais dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. Merci, Madame Obono. J'appelle l'amendement numéro 85 qui est défendu par Madame Obono. Alors, il s'agit d'un amendement, étant donné que le précédent a été rejeté, pour compléter l'alinéa 3 de l'article 6 avec la formule suivante, de façon la plus favorable aux droits des salariés. Je réexplique le sens de cet amendement. Il ne s'agit pas de remettre en cause la bonne foi de qui que ce soit, le fait que nous sommes tous des êtres sensibles, que nous connaissons des difficultés, nous avons une vie, un parcours qui nous rend sensibles à toutes ces choses. Il ne s'agit pas non plus de caricaturer des patrons qui sont aussi des êtres humains, qui sont de bons patrons parfois et qui sont parfois mis dans des situations où, étant donné la concurrence, étant donné le dumping social, étant donné la création d'une grande surface face à leurs petites entreprises, sont obligés par le système
à moins bien payer leurs salariés et à moins bien protéger les droits de ces salariés. Donc ce n'est pas une mise en cause personnelle, c'est une analyse politique, d'une part. Et dans ce cas, nous demandons du coup à ce que soit inscrit dans la loi d'ordonnance ce simple principe avec lequel vous dites être d'accord, et on vous croit, et on vous prend au sérieux. Alors si vous êtes d'accord, vous n'aurez aucun problème à compléter cet alinéa. Parce qu'encore une fois, il y a une dernière chose, là ça ne s'adresse pas à nos collègues, mais par contre au gouvernement et par contre à Madame la Ministre, nous ne pouvons pas croire en vos intentions. Nous ne pouvons pas croire en votre parole et en votre bonne foi, parce que nous avons l'expérience des mêmes paroles, des mêmes bonnes foi, qui sont présentées à chaque fois et dont on connaît les... On arrive au terme du débat, puisque les collègues de la France Insoumise sont pris à partie. Bien sûr que... Non, mais je réponds. Sinon, on pourrait laisser sans réponse, mais je tiens à répondre par rapport à la collègue. Effectivement, on a tous été élus sur des programmes, sur des idées, et il est à l'honneur de tout le monde de continuer à les défendre. En même temps, on représente aujourd'hui quelque chose d'un peu différent. On représente une assemblée où on est censé faire la loi et discuter et échanger des arguments. Et donc, sans se renier, on peut penser que le développement d'arguments, le fait de travailler sur des textes qui vont signifier énormément de choses pour le pays, pour la société, pour les salariés, fasse avancer la discussion. Et je pense que la réaction que vous entendez et que vous percevez de notre part vient du fait qu'on se retrouve dans des circonstances en plus qui posent un certain nombre de problèmes à faire face à un mur qui ne fait pas avancer la discussion de notre point de vue. Alors effectivement, vous pouvez toujours être convaincu de ce que vous dites. Par contre, la réaction et l'impression que donne cette conviction est d'une impossibilité, pour le coup, d'avoir un débat législatif et d'assumer les responsabilités qui nous ont été données à tous et à toutes en étant élus, et même avec l'objectif de défendre un programme, de faire avancer, de faire bouger la société et de nous faire entrer dans le XXIe siècle. Et je pense que c'est... Alors, nous arrivons au terme de ces échanges. Effectivement, nous avons passé beaucoup d'heures à discuter. Il le fallait, parce que c'est un texte important. En même temps, on voit que peu de choses ont avancé, puisque la majorité des amendements qui ont donné l'occasion d'avoir un débat et d'essayer de préciser des choses n'ont pas été acceptés, on ne peut que le constater. En même temps, en sachant que le débat va peut-être se terminer ici, mais il va continuer dans la société. Il va continuer parce que nous allons en discuter, et je pense que le débat a servi et pourra servir à d'autres pour essayer de comprendre quels étaient les enjeux. Et il existe déjà des rendez-vous, et je pense que nous aurons l'occasion à la rentrée en septembre d'en discuter. Je voulais revenir sur, y compris l'importance de ce débat. Une de nos collègues évoquait les ordonnances de 44, le droit de vote des femmes, un certain nombre d'autres avancées importantes. Mais en 44, on était dans une situation, effectivement, d'urgence humaine, d'urgence économique, dans un pays à terre, dans un pays détruit. Et l'ordonnance, y compris, s'est faite dans un cadre où la représentation nationale était quelque peu écornée. Mais il le fallait, effectivement. Et il y avait un enjeu, il y avait des priorités. Aujourd'hui, le gouvernement a proposé de faire passer ces ordonnances en arguant d'une urgence, mais sans jamais expliquer laquelle. L'urgence, la même qu'il y a 5 ans ou 10 ans, qui était déjà évoquée pour assouplir le droit du travail. Cette même urgence qui a été évoquée par le gouvernement précédent et le ministre de l'économie précédent pour indiquer, faire passer sa loi. L'urgence, sans qu'on sache quelles sont les priorités, ou plutôt, on le sait aujourd'hui, parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir 150 000 priorités. Soit on priorise la vie des salariés, soit on priorise l'intérêt des dominants ou des grandes entreprises. Et c'est ces priorités-là qui seront rediscutées, y compris dans les mobilisations.